À Tétouan, nous trouvâmes où loger. Une petite maison voisine d'un verger dans le quartier Khabbej. Une seule chambre. Les toilettes sont à l'extérieur. Ma mère se remet à vendre les légumes et les fruits. Cela se passait au Tronca. Mon père allait vivre son chômage en compagnie des invalides et des anciens combattants de la guerre Espagne. Ils se retrouvaient tous dans la grande place circulaire du Fadden. Quant à moi, je devins un garçon de course pour nos voisins espagnols. Rahimou, ma sœur, essayait de marcher mais tombait tout le temps. Je jouais avec elle et nous rions ensemble jusqu'au moment où elle se salissait. Là, je m'en allais. Nous pouvons supporter l'odeur de sa merde. De temps en temps, mon père s'absentait un jour ou deux. Quand il revenait, il se disputait avec ma mère et souvent il la battait. Cependant, la nuit, je les entendais rire. Ils devaient s'amuser durant leur repas. Enfin, je compris ce qu'ils faisaient. Ils dormaient nus et s'enlaçaient. C'était donc ça qui les unissait, le désir et la jouissance des corps. Moi aussi, quand je serai grand, j'aurai une femme. Le jour je la battais, la nuit je la couvrirai de baisers et de tendresse. C'est un jeu et un passe-temps amusant entre l'homme et la femme. Mon père me retrouva un travail dans un café populaire. Il dit au patron, un mutilé. C'est mon fils, je te le confie, protège-le. Je tuerai quiconque de ces ivrognes et drogués tentera de le toucher. Tu me connais, hein? Nous les rifains, nous ignorons la patience. Sois tranquille, si Haddo, personne ne l'approchera. Je travaillais de 10h du matin jusqu'après minuit. Chaque fin de mois, mon père rendait visite au patron du café. Il s'installait sur la terrasse, buvait du thé et percevait l'argent correspondant à mon salaire. Le patron me faisait venir et me demandait de baiser la main de mon père qui me disait « Je viens d'empocher le salaire de ton labeur. Que Dieu te bénisse !» Il ne me donnait pas un centime. Ensuite, il s'absentait quelques jours et revenait ivre-mort. J'entendais ma mère protester. Les mots soulerie et putain étaient souvent prononcés. Donc mon père nous exploitait. Le patron du café lui aussi m'exploitait, car j'ai su qu'il y avait d'autres garçons mieux payés que moi. J'avais décidé de voler toute personne qui m'exploiterait, même si c'était mon père ou ma mère. Je considérais ainsi le vol comme légitime dans la tribu des salauds. Il y avait dans ce café deux sortes de clients, ceux du jour et ceux de la nuit. Les dimanches, ils se retrouvent et se mêlent, et s'interrogent mutuellement sur les choses de la nuit et les faits du jour. Je fumais des cigarettes et parfois des pipes de kiff en cachette. Quand je faisais une course pour un client, il me donnait un peu de kiff ou un demi-verre de vin ou alors un macaron de hashish. Je vomissais de la moisissure verte et jaune. Un jour, je suis tombé malade. La vie m'a paru étrange. La maladie rend la solitude encore plus profonde. L'homme se surprend à s'aimer encore plus quand il est envahi de solitude. Je compris que je n'étais que moi, seul dans le miroir de mon âme. Les clients du café m'encourageaient à fumer du kiff et à manger du hashish. L'un d'eux me dit « Tu sais, on vomit toujours la première fois. » Elle avait raison. Plus de maladie, plus de vertige. Quand j'avais bu du vin pour la première fois, j'avais vomi et je m'étais senti mal. On m'avait dit aussi « C'est toujours comme ça la première fois. » Les drogués et les ivrognes avaient raison. Ils savent de quoi ils parlent. Le patron du café n'était pas mécontent de mon travail. Ce qui l'intéressait le plus, c'était l'argent. Lui aussi se droguait et se saoulait. Je me disais des fois, est-ce pour cela que nous venons au monde? Ah non, il y a l'enfer et le paradis. Du moins, c'est ce que m'a dit ma mère. Certaines nuits, je dormais au café, sur les bancs, et d'autres je trouvais refuge dans la boulangerie espagnole. Une nuit, j'ai vu la bande des boulangers s'emparer de leur camarade Yazidi, le ligoter en riant, lui enfoncer un chiffon dans la bouche. Ils s'amusaient. L'un d'eux retira son pantalon, brandit son sexe et le frotta contre le visage et surtout le nez de Yazidi. Elle répéta les mêmes gestes en collant ses fesses et ses testicules contre ses yeux et ses narines. Et c'est ainsi que les hommes s'amusent. Je sortis de la boulangerie, affolé à l'idée de subir les mêmes plaisanteries que Yazidi. Peut-être pire. En fait, je préférais avoir peur dans la rue sombre,
que de rester entre les mains de ces gars. J'entendis parler autour de moi des viols de jeunes filles et de garçons. Le patron habitait non loin de son café. Il entamait la soulerie au café et la poursuivait au bordel. Cela pouvait durer plusieurs nuits. Il lui arrivait de faire la tournée des bordels de toute la région. Durant son absence, je ne me gênais pas pour redoubler mes vols et profiter de la somnolence du serveur qui le remplaçait pour prendre quelques sous dans la caisse. J'étais devenu quelqu'un de la famille. Je mangeais avec les enfants du patron et je dormais avec eux dans la même chambre, sauf les nuits où le vin me tenait éloigné d'eux. Sa femme se faisait souvent belle, mettait le cafetan et les bijoux et sortait. Elle rentrait tard dans la nuit et des fois ne rentrait pas du tout. Une femme bien en chair, très blanche de peau, un visage rond et une poitrine énorme. Quant à ses hanches, elle était particulièrement large. C'était une femme qui transpirait en permanence, ses habits légers collant à sa peau, comme si elle sortait de l'eau. Il m'arrivait de contempler son corps et d'être ravi quand elle me souriait. D'ailleurs, elle ne m'a jamais grondé. J'avais déjà vu son mari l'abattre, elle et ses enfants, comme mon père le faisait, mais avec plus de violence, avec nous. Je l'avais vu aussi embrasser ses grosses et parler avec douceur et tendresse avec sa femme. Mon père, lui, criait et frappait. Il m'arrivait de rester une semaine sans voir mes parents. Je me reposais d'eux et de leurs problèmes. Je dormais peu et je maigrissais à vue d'œil, malade. Le ventre de ma mère se gonflait de nouveau. Cette fois-ci, je ne me resterai pas à la maison pour m'occuper de son bébé. Révolue cette époque, j'étais devenu grand et d'une certaine manière, je gagnais ma vie. J'imaginais le foetus qui criait dans le ventre de ma mère. Je l'entendais. La maladie m'obligea à interrompre le service au café. J'appris comment capturer les moineaux. Je réussis à bricoler une balançoire dans le jardin, une planche de bois et de cordes. Me balancer me procurait du plaisir. Mon petit sexe s'érigeait suivant le mouvement du va-et-vient. J'appris aussi à nager dans une sorte de bassin qui retient l'eau avec laquelle on irrigue le jardin. Je me levais tôt pour voler fruits, poulets, œufs et poussins. Je connaissais parfaitement tous les nids et cachettes du verger. Je vendais mon butin aux épiciers du quartier. Je sentais de plus en plus le désir sexuel s'éveiller en moi. Il m'habitait avec force et insistance. Mes femelles n'étaient autres que les poules, les chèvres et les chiennes, les génisses. La gueule de la chienne, je la retenais d'une main avec un tamis. La génisse, je la ligotais quant à la chèvre et la poule, qui en a peur. Ma poitrine était comme endolorie. Les adultes à qui j'en parlais me répondaient « C'est la puberté ». J'avais mal au sein, surtout au moment de l'érection. Je découvris la masturbation de manière naturelle. Alors je ne me gênais pas. Je me masturbais sur toutes les images et les corps interdits ou tolérés. Quand j'éjaculais, je sentais comme une blessure à l'intérieur de ma verge. Un matin, je montais sur le figuier et je vis Assia à travers les branches. Assia, ce devait être la fille du propriétaire de ce jardin. Elle marchait lentement vers le bassin. Elle va peut-être me voir et prévenir son père. Un homme qui ne souriait jamais, tel mon père qui, par sa violence, devait ressembler à bien d'autres hommes. La fille se retourna comme pour observer quelque chose ou quelqu'un, ou pour entendre des voix. J'aperçus ses yeux, noirs et immenses, très vifs. Ils faisaient presque peur. Si je ne la connaissais pas, j'aurais dit une diablesse. Elle s'approchait avec délicatesse du bassin en se retournant. Avait-elle peur? Pourquoi ce tâtonnement et ces hésitations? Pourquoi marchait-elle ainsi? Debout sur la marche qui mène vers le bassin, elle se regardait comme si elle était seule au monde. Elle retira sa ceinture, son corps m'apparut dans toute son innocence. Sa robe s'ouvrit, telles les ailes d'un oiseau qui tente en vain de s'envoler. Elle glissa sur ses épaules et je découvris son buste d'une blancheur éblouissante. Il se retourna de nouveau. J'eus comme un vertige tant le plaisir était fort. J'étais ravi et stupéfait. Jamais auparavant mon corps n'avait connu un tel bouleversement. Je tremblais. Une figue tomba. J'en avalai une autre. Mon panier perdait ses figues. Le soleil se leva. Il était d'un rouge vif. Un œuf renversé dans un plat bleu. Les animaux saluaient cet éveil. Certains chantaient et roucoulaient.
Au loin braillait un âne que je ne voyais pas. En fait, je ne voyais que celle qui se dévêtait. Ainsi à nu, je m'imaginais toute la planète dans sa nudité. Les arbres perdant leurs feuilles, les hommes abandonnant leurs habits, les animaux quittant leur chevelure, nus. Tout l'univers se mettant nu. La robe glissa sur le corps d'Assia, toute nue. Assia complètement nue. La fille du propriétaire du jardin était nue. Un corps d'une blancheur lumineuse, une chevelure d'un noir splendide, une poitrine ferme. Elle avança sur les marches du bassin, se retourna. Ma douleur s'amplifia. Ses cheveux lui couvraient tout le dos. Il se baissa et son dos se découvrit. Sa chevelure, en se penchant, glissa sur ses épaules. Tout mon corps était secoué par un tremblement de plaisir. J'étais là, heureux sur la branche du figuier. Assia continuait sa descente dans le bassin, lentement, évitant de glisser sur la verdure moisie. Elle contemplait crainte et prudence. Elle sursautait. Je descendis de l'arbre et, fier de moi, je regrimpais et attendis. Je mangeais les figues avec appétit. J'avais oublié mes petites affaires. Assia nageait, plongeait, jouait avec l'eau, comme une sirène. Elle apparaissait et disparaissait. Le jardin s'enveloppait des cris et chants des animaux. Tout était beau. Elle jouait avec son corps, se mettant sur le dos, sur le côté, les jambes en l'air, la tête dans l'eau. Quelle merveille! Quelle beauté! J'étais seul à la contempler. Tremblante, elle sortit de l'eau, une main sur les seins, l'autre sur pubis. Craintive et égarée. Va, meurs, ma bien-aimée. Elle retrouva sa robe qu'elle enfila à toute vitesse et disparut. Va, meurs belle. La blancheur éblouie quitta ainsi le jardin pendant que moi j'éclatais d'un rire nerveux et fou. De nouveau l'âne se mit à braire. La nuit je rêvais d'Assia, nue. Tantôt elle est survolant l'espace, tantôt sirène ambiguë dans l'eau du bassin. Je l'ai suivie dans ses mouvements, nos corps mêlés, enlacés pour un doux sommeil au fond de l'eau, un sommeil où nous cessions de respirer sans mourir. Je fus longtemps habité par cette image, le corps nubile dans sa nudité révélée. Assia restera dans ma mémoire, image fugitive et initiation visuelle. Je vis plus tard un autre corps, celui de Mona, une très jeune fille. Elle s'était accroupie sous l'arbre. J'étais derrière un autre arbre. Elle ne pouvait me voir. Un jour, je surpris notre voisine à moitié nue. J'étais venu chercher quelque chose pour la cuisine. Ses seins tombants, son ventre gras et ridé, tout son corps flasque. Étrange. Si toutes les femmes n'ont pas la beauté du corps d'Assia, alors le corps de la femme est laid. Définitivement laid. Peu à peu, j'allais être envahi et obsédé par mon sexe. Mon pénis me démangeait à longueur de journée. Il me faisait mal, nerveux et impatient. Je le caressais avec mes doigts pour le calmer. Il se dressait et se gonflait, devenait rouge et haletant. Mes testicules me faisaient mal quand je n'arrivais pas à satisfaire le désir. Devant moi, l'image d'un corps, l'image d'Assia, mes lèvres sur sa peau, sur ses seins, me laissant faire. Il me caresse, ses doigts sur mes lèvres, sa bouche sur mon épaule. Le corps de nouveau enlacé. J'imagine le rêve. Rêve rêvé, étreinte de tendresse. Je poursuis l'image jusqu'à la cime du plaisir, jusqu'à la lassitude et le retour au réel. Je suis allé voir Assia et lui ai tout raconté. Tout ce qui s'était passé depuis le bain dans le jardin jusqu'au rêve. Il se mit à courir derrière moi un peu en colère. Je courais plus vite qu'elle. Je la laissai me rattraper et nous tombâmes ensemble par terre. Je me levai pour m'enfuir, mais elle me pardonna. Je l'invitai alors à partager avec moi un œuf dur. À l'époque, j'avais découvert une bonne technique pour faire cuire les œufs. Je les enveloppais dans un mouchoir mouillé ou dans une feuille de papier journal et, après les avoir enterrés, j'allumais un petit feu. Un repas simple, des œufs cuits, dans la chaleur de la terre et quelques fruits. Je la laissais rêvasser sous l'arbre et m'amusais à surveiller son sommeil. Elle avait un petit frère plus jeune que moi. J'avais du plaisir à être seul avec lui. J'aimais sentir son corps tout près du mien. Partager un repas avec lui avait quelque chose de sensuel. Un nouveau jeu, gaspiller des boîtes d'allumettes. Je me mettais sur le bord du bassin. J'assemblais plusieurs allumettes
et les jeter allumés sur les anguilles effrayées. Enfant impatient, la vue de cette flamme rêve me rendait heureux. Quelques allumettes m'échappèrent, tombant sur la haie de roseaux secs. Je ne fis pas attention. Je continuai mon jeu jusqu'au moment où j'entendis des crépitements. Le feu était derrière moi, pour l'éteindre je jetais n'importe quoi. Des pierres, des brindilles, je me cachai dans une écurie. Des cris, j'entendis des voix connues appeler au secours. Paniqué, je m'enterrai dans une botte de foin. La nuit venue, je me cachai dans l'étable. Il y avait là une vache hollandaise qui me fascinait. Je me mis à caresser ses mamelles gonflées de lait. Comme un bébé, je les tétais. Elle me laissait faire. Je découvris ainsi une nouvelle demeure. Le jour, je traînais dans les rues. Le soir, je m'engouffrais dans l'étable. La troisième nuit, je tombais dans le piège tendu par mon père qui m'enferma dans la maison et me frappa avec son ceinturon. Les voisins défoncèrent la porte pour nous soustraire, ma mère et moi, à la fureur de mon père. Mon corps était en sang et ma mère avait l'œil au beurre noir. J'avais mal partout et ne pouvais m'étendre nulle part. Ah, s'il était possible de dormir entre ciel et terre, suspendu aux nuages. Quelques jours plus tard, je revins au café. De nouveau les menus travaux, le kiff, le vin et le majoun. Dans la maison du cafetier, je vis sa fille, penchée, la robe relevée, faisant sa lessive. Elle m'a paru plus grande qu'avant. Après tout, elle était plus âgée que moi. Je l'observai longuement et sentis naître en moi une agressivité à l'égard du corps. La violence dont j'étais victime perturbait ma perception. La fille me regardait en souriant. Sa robe se soulevait au gré du vent. Je la fixais et pensais à Sia, plus belle certes, mais elle s'appelait Fatima, me semblait plus proche de moi, et aussi plus facile à atteindre. Sia n'était en fait qu'un souvenir lointain. Fatima s'arrêta un instant, s'étira pour dissiper la fatigue. Ses cuisses à moitié nues étaient bien grasses. D'un geste, elle détacha sa robe et sa tenue devint décente. Mécontent, je m'imaginais lui relevant sa robe, et elle la remettant, et moi la giflant, et elle se fâchant, et moi pour me venger mettant le feu à ses habits, les flammes qui montaient lui procurant du plaisir. Qu'elle était belle, dénudée par le feu. Elle me dit dans sa fureur: « Que veux-tu? Tu rêves? Tu es sur terre ou ailleurs ?» Déçu, je répondis: « Il n'y a plus de sucre dans le café. »« Mais enfin, tu sais où on stocke le sucre? Il ne manquait plus que ça. Tu es étrange aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais le dire à mon père. » La tête baissée, j'allais prendre le sucre. Je trouvais toujours des prétextes pour entrer dans la maison quand Fatima y était seule. Ainsi, je la déshabillai par le feu quand j'en avais envie. Elle prit l'habitude de mes prétextes, et moi je compris sa mauvaise humeur forcée. Des regards échangés, et peu de paroles. Une nuit, nos corps se rencontrèrent pour la chaleur et le jeu. Ils se couvrirent mutuellement. Je la caressai. Dans mon esprit, j'imaginais cette main de tendresse la battre avec force. Le visage mêlé, le sien au-dessus du mien. On l'appela Achour. C'était le troisième enfant de la famille. Ma sœur Himo était assez grande pour le garder et s'en occuper. Et moi, toujours au même endroit. Un soir, comme il faisait beau, je bus du vin et pris un peu de hashish. Je m'installai sur la terrasse du café et fixai longuement le ciel étoilé. Quand je fermais les yeux, je retenais captive quelques étoiles. Le patron me bouscula. « Lève-toi et serre un verre d'eau, monsieur !» Je le regardais sans lâcher mon rêve. Le salaud d'un geste, il éteignit toutes mes étoiles. « Et toi, pourquoi ne sers-tu pas le monsieur toi-même? Tu es bien ici pour ça !» Il me donna une paire de gifles et me cracha dessus. J'éclatai d'un rire nerveux. Un des clients drogués intervint. « Ne vois-tu pas qu'il est ivre et camé ?» Ce fut ma dernière soirée au café. Je partis vers les ténèbres de la ville, la tête pleine d'oiseaux. Je n'avais pas peur des fantômes, ni ceux des humains, ni ceux des diables. Dans une ruelle sombre, j'ai couru derrière un animal. Je devais être un chat ou un lapin. Juste après la fête de l'Aïd el-Kbir, j'accompagnai ma mère à la rivière. Elle se leva et nettoya la peau du mouton. Au milieu de la nuit, je l'entendis invoquer Allah. Elle avait oublié le couteau près de la rivière. Sans rien dire, je me rendis à la rivière et rapportai le couteau que je tenais fermement, comme si je me battais contre un homme invisible. Comme si... Non. Sur l'autre rive, je vis une silhouette, un fantôme, un djinn.
On m'avait dit que face au diable, un couteau était très efficace. Je le plantais dans l'herbe et m'agenouillais. Tremblant, je tombais, incapable de crier ou de me retourner. En moindre faux pas, en moindre regard jeté en arrière dans ma fuite, je risquais les foudres du djinn. Je courus en trébuchant jusqu'à la maison. Mon cœur battait si fort qu'il devait se balader dans mon corps. Après cette épreuve, je fus très malade. On a cru un certain moment que j'étais perdu. Un cheikh vint à mon chevet. Il était connu pour chasser les djinns qui habitaient les humains. Il donna l'ordre à ma mère d'égorger un coq noir, de me porter et de tourner 7 fois autour du sang versé. Guéri, je racontais l'histoire à mes copains. Ils m'ont tous cru. Pour les grands, le djinn n'était qu'un paysan qui rentrait tard chez lui. Mais la plupart des gens croient aux histoires de djinns. Ne sont-ils pas les soldats du mal envoyés par Dieu pour punir les hommes? Mon père ne tarda pas à me trouver du travail dans une fabrique de briques. 25 pesettes par semaine. Mes mains s'usèrent vite et se durcirent, marquées comme les blessures de la terre. Mon visage brunit et mon corps se raffermit. De là, je partis chez un portier où je transportais les bols et des plats en terre à longueur de journée. J'avais grandi puisque je percevais moi-même ma paie. J'en donnais la moitié à mon père pour payer la nourriture et le gîte. Je n'en pouvais plus de pousser le chariot. Je me révoltais. Je profitais de l'absence de mon père pour confier à ma mère. Je ne suis pas un âne. Seul l'âne passe sa vie à transporter des fardeaux. Que vas-tu faire? Je sais ce que je vais faire. Mon père me rappela quelques vérités au moment du repas. Ici, on ne mange pas gratis. Si tu ne paies pas ta part, tu ne pourras plus vivre ici. C'est clair, n'est-ce pas? Je répondis à la tête baissée. D'accord, je pensais intérieurement. Et toi, est-ce que tu travailles? N'est-ce pas ma mère qui gagne la vie de tout le monde? N'est-ce pas elle qui vend les légumes au marché du 34? Je quittais la poterie et achetais une petite caisse de cireur. Je faisais le tour des cafés et des bars. Je ramassais les mégots. Je buvais les fonds de verre et mangeais les restes de nourriture abandonnés sur les tables par les consommateurs. J'étais un mauvais cireur. Les clients n'étaient pas satisfaits. J'essayais d'être aussi agile que les vrais professionnels, mais souvent la brosse m'échappait des mains. On se moquait de moi. On me jalousait aussi. Je me battais avec les autres cireurs. Je devais un copain d'un vendeur de journaux qui devait avoir mon âge. Je jetai la caisse de cireur et me mis à vendre le Diario de Africa.